Bonjour à tous, Speeder Review numéro 18, épisode 6 de la saison 2 du spectaculaire Spider-Man. Living on the edge, fighting crime, spinning web, swinging from the highest ledge, he can leap above our heads. Villains on the rise and the city's victimized, looking up with no surprise, arriving in the speed of time. Spectacular, spectacular Spider-Man. Spectacular, spectacular Spider-Man. Spectacular. Spectacular, spectacular Spider-Man. Spectacular, spectacular Spider-Man. Dans l'épisode précédent, je n'ai pas précisé que les souvenirs en vidéo de l'anniversaire de Flash faite par sa mère étaient des bribes de tournage éparpillées un peu partout dans l'épisode. A l'instar de l'épisode 5, cet épisode 6 débute par un bribe de casting, avec Glory qui brise le quatrième mur en s'adressant directement à nous, les téléspectateurs. Elle est en train de passer une audition pour un rôle dans une pièce de théâtre. Sa réplique nous met en garde en nous prévenant que quelque chose de funeste se trame tout près de nous. Cette réplique fait directement allusion à la scène suivante. La chose funeste étant ici Venom, tout simplement. Après que Eddie ait été démuni du symbiote, il disparaît complètement des radars et nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Pour finalement revenir, semer le doute et la zizanie dans l'esprit de Peter, et qu'il parvient au final à reprendre le symbiote. Hormis tous les points positifs que peut apporter l'extraterrestre. Ceci dit, extraterrestre, c'est assez vague. L'univers est vaste, vous savez. Devenir plus fort, avoir plus confiance en soi, ne plus avoir peur, se relâcher totalement, se détendre, s'épanouir psychologiquement et tout un tas d'autres choses, il y a cependant d'autres propriétés de l'alien que nous ignorons. Et quand je dis nous, j'inclus aussi les personnages. À part tes minutes sur le symbiote. Ce Superman du film d'animation La Ligue des Justiciers Guerre résume assez bien la chose. Extraterrestre voulant seulement dire en dehors de la Terre, nos règles scientifiques peuvent ne pas s'appliquer aux symbiotes si l'on réfléchit de manière logique dans le monde réel. Le film Venom en est un parfait exemple, offrant un point de vue plus réaliste de l'alliance intime. Il paraît plus naturel, que ce soit par rapport aux comics, aux jeux vidéo, dans les dessins animés ou bien dans le film Spider-Man 3. Pour qu'il y ait alliance intime, il faut être biologiquement compatible à 100% avec le symbiote, sans quoi l'autre sera parasité, limitant ainsi d'obtenir la symbiose parfaite, contrairement aux autres supports où cela se fait sans contrainte. À première vue, lorsqu'on l'aperçoit, on pourrait le décrire comme étant une sorte de chewing-gum gélatineux, mais sous cette apparence visqueuse cacherait bon nombre de mystères non élucidés. Fin de l'aparté. La première action qu'il effectue en ce début d'épisode porterait à croire pendant un court instant qu'il est du côté de la justice. Il neutralise assez facilement 3 malfaiteurs qui viennent de voler une somme d'argent assez colossale, un peu comme le faisaient Marco et Howard. La vérité est qu'il en a surtout après cette somme, c'est dans son propre intérêt qu'il fait ça. Les policiers qui se sont mis à travers son chemin ont eu beaucoup de chance qu'il ne les ait pas éliminés. Deuxième bribe de l'audition avec Harry. Lui, cette fois-ci, entre directement dans la peau d'Eddie et s'adresse à tous ses amis. Regardez-moi, mes amis, et ne vous méprenez guère. Celui que j'étais jadis n'est plus, je suis un autre homme. Empire State University. Le corps du colonel John Jameson, le fils de Jonah Jameson, mute. C'est comme s'il se transformait en quelque sorte. Pour essayer de comprendre pourquoi, il faut remonter à quelque temps en arrière. L'origine de cette anomalie remonte dans la saison 1, le 9e épisode. Décidément, tout a un rapport avec cet épisode. À la fin de l'épisode, qui tout double, après qu'il ait survécu avec son équipe,
Le colonel John Jameson est entré en contact avec l'extraterrestre. Le colonel Jameson a été infecté par l'extraterrestre? Oui, mais étonnamment, il ne s'est pas lié à lui. Va savoir pourquoi. À la place, l'alien a préféré laisser ses germes microscopiques dans l'organisme de John. Bon, on ne sait pas s'il l'a fait intentionnellement ou non. Depuis l'infection, les germes se sont énormément multipliés dans son organisme. Mais les effets de la contamination ne se manifestent que maintenant. Ces germes commencent d'ailleurs à rendre John de plus en plus lourd, au sens propre du terme, et de plus en plus fort. Autant dire qu'il peut se mesurer à Rhino. Cela fait environ 1 an, en tout cas quelques mois, qu'ils sont toujours restés dans son corps. Je n'ai pas pu trouver des dates précises, mais seulement ces événements-là. Il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An, et il y a eu les vacances de fin d'année. Cela fait environ quelques mois que le professeur Connors observe le phénomène. D'après lui, si un changement de personnalité fait surface, ça voudra dire que les germes agissent également sur son cerveau. Donc si on voit que la personnalité de John commence à changer, ou son humeur ou son attitude, ça sera à cause des germes. Le professeur Connors pense qu'ils proviennent d'une planète où la gravité est importante, comme Jupiter. Je me fiche complètement d'où ils viennent. Si ces microbes n'ont pas quitté le corps de mon fils dans exactement 5 Ce n'est hélas pas aussi simple. Bien sûr, pour essayer de les éradiquer, le professeur Connors a pensé au purificateur d'ADN, mais son utilisation n'a pas eu plus d'effet que le froid ou la chaleur extrême. Il a aussi tenté l'électricité, mais ça a donné le même résultat. Il est toujours à la recherche d'une autre solution, mais en attendant, John devra enfiler cette combinaison qui régulera son cœur et lui imposer la gravité terrestre, pour ne pas qu'il se mette à voler ou à l'éviter. Jonah va ensuite déposer son fils chez eux avant de passer au Bugle. Mais Peter, vraiment très inquiet de l'état de John, surtout avec cette histoire de germes de symbiote, chose qui n'annonce rien de bon, décide de les suivre. L'excuse du chèque qu'il attend au Bugle passe. Vous n'êtes pas sans savoir que Peter n'est plus payé en espèces mais par chèque. Bref, quoi qu'il en soit, il faut surveiller John parce qu'il n'est plus à l'abri du danger. Je pense que c'est très probable que lui aussi se fasse symbioter et devienne une sorte de Venom 2.0. Jusqu'ici, on a vu ce qu'a donné l'Alliance Intime à travers Peter symbioté et Eddie symbioté, donc 2 jeunes adultes. Mais avec un vrai adulte, ça pourrait peut-être encore plus empirer les choses. Une fois symbiotés, on a pu constater que ce qu'ils avaient en commun était une offensive plus violente. Mais ce coup-ci, en ce qui concerne les germes, ça c'est nouveau. Et nous ne disposons d'aucune information sur ce cas d'alliance intime, si on peut appeler ça une alliance. Si ça se trouve, le symbiote a juste implanté des virus en John. Ou alors, autre chose fortement possible, il s'est reproduit en lui. Et dans ce cas, ces germes sont juste des œufs qui vont bientôt éclore. Venom a un fils dans les comics, repris dans certains dessins animés. C'est même allé au-delà de ça. Alors pourquoi pas ne pas être adapté ici? La personnalité de John, ou plutôt son humeur, commence à dévier alors qu'il était plus positif quelques secondes en arrière. Les avertissements du professeur Connors sont arrivés plus rapidement qu'on le croyait. Peter, qui a déjà connu quelque chose de similaire par le passé, soulage John de manière sous-entendue bien sûr, que oui, peut-être que sa vie ne sera plus pareille, mais il peut utiliser ses facultés au service de la justice. Mais son père ne l'entend pas de cette oreille, au premier abord. Sur le chemin, Toute une grande responsabilité. Quoi? Robbie appelle Jonah pour lui faire part de la réapparition du Spider-Man noir. Mais ça, c'est ce que tout le monde croit. Jonah, très content de cette nouvelle, revient sur sa parole à propos de Peter. Il encourage son fils, essaye de le motiver à stopper Spider-Man pour la justice, paraît-il. À mon sens, ça a l'air plutôt d'être une très bonne idée. Eddie est maintenant muni de l'alien et à l'heure actuelle, nous n'avons aucune idée de ce qu'il a en tête. Il pourra à nouveau s'en prendre à l'entourage de Peter comme dans l'épisode 13. En plus de ça, Spider-Man ne fait pas le poids face à lui. La joie de Jonah est si immense qu'il surnomme son fils le colonel Jupiter, le nom de John en tant que super-héros. On enchaîne avec Kenny, dont je n'ai pas réussi à saisir le fond de sa réplique. Il parle d'une réputation perdue, d'immortalité perdue et d'une conservation d'un côté bestial. Alors on pourrait associer ces mots à l'astronaute John quand on pense à sa nouvelle condition de vie, mais l'on pourrait aussi associer ça à Flash, sauf que dans son cas c'est moins grave. Il a une scène très futile dans cet épisode et c'est pas forcément très intéressant. At the night. Ce Spider-Man noir qui fait énormément parler de lui travaille Peter. Il en déduit et espère du coup que ça soit le caméléon. Je rappelle que ce super vilain court toujours dans la nature. Il pourrait alors revenir comme beau le semble, en costume noir cette fois-ci, parce que c'est ce que Peter portait à leur dernière rencontre. On peut s'imaginer que son retour est dû à Mysterio, dont il a enfin reconnu le talent, et qu'ensemble ils pourront à nouveau commettre leurs méfaits.
pouvez bouger? Ouvrir la portière? Tu devrais... C'est comme se regarder dans un miroir, cher frère. Un miroir déformant. Alors, la confrontation Spider-Man vs Venom. Déjà, première chose qu'il faut dire, quand Peter voit Venom, il n'est pas du tout surpris. La moindre des choses serait de se questionner sur la manière dont Eddie a trouvé l'alien alors qu'il est allé en personne vérifier son emplacement. Et ça juste dans l'épisode précédent. Le retour de Venom qui a été annoncé comme un danger ultime, le Némésis de Spider-Man, est maintenant réduit à un simple super vilain classique. D'ailleurs, il a changé de but. Il ne souhaite plus anéantir Spider-Man mais s'attaquer à la personne sous le masque. Et si vous trouvez que cette phase est beaucoup trop vague, vous en saurez plus à la fin de la vidéo. À cause de l'incendie qu'a provoqué Venom, Spidey doit leur évacuer le bâtiment. Le colonel Jupiter lui donne un coup de main, mais à la fin de la rescousse, des hostilités s'installent entre eux. En fait, le civil victime d'agression par Venom compte bien témoigner auprès de la police que c'est Spider-Man qui en est la cause de cet incendie. Et comme à son habitude, il préfère se retirer des lieux. La personne des autorités dont il fait le plus confiance est l'inspecteur Stacy. Il est intéressant de montrer que Venom a vu toute la scène. The next day. In morning, retour à Peter, son Spider-Sense se met en alerte. Comme on l'a appris dans l'épisode précédent, Flash est son ami d'enfance. Et depuis l'ouverture d'esprit de Peter, aidé depuis par Flash, ils se sont un peu rapprochés. Ce que veut Flash, ce sont des conseils en matière de séduction. Et pourquoi s'adresse-t-il spécifiquement à Peter? Parce que, 1, tu t'es débrouillé pour que Gwen et Liz soient toutes les deux folles de toi. Et 2, si t'en parles à quelqu'un, tu passeras le reste de l'année enfermé dans ton casier. Il lui conseille alors de s'intéresser à ce qu'elle aime, à savoir le théâtre. D'ailleurs, transition efficace, j'y viens tout de suite. Flash va alors tout de suite passer une audition sans inscription au préalable, parce qu'il estime que le meilleur joueur du lycée, le quarterback comme il dit, n'a pas besoin de s'inscrire. Dans la salle, on a Mary Jane sous les projecteurs de Mark, le frère de Liz, assisté bien sûr par Monsieur Devro, pour juger si elle peut interpréter un de ses personnages dans sa pièce, et Flash vient interrompre toute sa prestation. Alors bien sûr, Monsieur Devro le fait descendre sur terre et lui prie de bien vouloir patienter. Les événements de l'hôtel enflammé sont relayés à la télé. John ne comprend toujours pas pourquoi Spider-Man est parti s'il n'avait rien à voir avec cet incendie. Il est en train de réfléchir sur la chose quand tout à coup, Venom l'attaque brusquement. Croyant que c'est Spider-Man sur le coup, le colonel Jupiter se met directement à la poursuite de Venom et appelle son père en cours de route pour lui dire qu'il adhère à 100% à son idée, qui est justement de stopper Spider-Man. Stacy, vous avez 30 secondes pour m'expliquer pourquoi Spider, la menace, n'est pas derrière les barreaux. Vous avez entendu parler du colonel Jupiter. Il a sauvé à lui seul 1 milliard d'individus dans un gigantesque incendie qui menaçait toute la ville. Oui, c'est votre fils. Prenez-le comme adjoint et nous serons débarrassés de la maudite araignée en moins de 2. Ce n'est pas la première fois qu'un imposteur se fait passer pour Spider-Man et que le Bugle n'y voit que du feu. Alors si vous voulez vous ridiculiser ainsi que votre journal, à vous de voir. Voici un film de vidéosurveillance récent et voici des images plus anciennes. Regardez la façon de se battre, le costume, la carrure. Tout est différent. John, c'est toi qui avais raison pour Spider-Man, papa. Mais je l'aurai. Attends, parce que la police n'est pas sûre à 110% que les problèmes viennent du vrai Spider-Man. Alors je te conseille d'aller sauver quelques petits chats et de laisser la police s'occuper de ça. Spider-Man est à moi. Je vais le coincer et pour de bon. Johnny, ce sont des microbes qui parlent. T'es en train de délirer. Le colonel Jupiter n'est pas en train de délirer. After 10, je poursuis avec Liz, qu'on n'a pas vu s'inscrire d'ailleurs. Elle nous livre l'avantage de la force du colonel Jupiter et l'inconvénient de son usage, de manière indirecte toujours. Arrivé ici, une hypothèse m'est venue en tête. L'épisode serait selon moi une métaphore de la poupée russe, un concept dans un concept. Cette fameuse pièce de théâtre de Monsieur Devro est une transposition théâtrale du scénario de l'épisode. En fait, tout ce qui se passe dans cet épisode va devoir être joué dans une pièce de théâtre et que la pièce elle-même est jouée individuellement. Du côté du colonel Jupiter, il a enfin trouvé Spidey. Après plusieurs sauts, il court dans la rue. Contrairement à Spidey, quand il a fait face à Venom, lui au moins il se pose des questions. Tout à l'heure, je me suis plaint en disant
précisant que quand Spider-Man voit Venom, il ne l'interroge pas sur la manière dont il a trouvé le symbiote. Malgré la contamination des germes dans son cerveau, John lui dit clairement que ce n'est pas parce qu'il a attaqué en costume noir et qu'il le revoit maintenant en costume rouge et bleu que ça ne veut pas dire que ce n'était pas lui. Ici, ça paraît plus cohérent par rapport au cas de Spider-Man. L'araignée contre Jupiter. Jupiter s'électrocute par accident et à ce moment-là, Spider-Man eut une idée. Il se rappelle de ce que le professeur Connors a dit à propos des méthodes qu'il a utilisées pour tuer les germes et va alors attirer le colonel Jupiter vers une source électrique plus forte. Par chance, il y parvient, mais John est devenu mentalement instable. Alors il a été placé en détention à l'Institut Ravencroft, une prison psychiatrique de haute sécurité où l'on enferme des super vilains ou des criminels fous. On peut d'ailleurs y voir Electro dans cette prison. Retour à Midtown, Monsieur Devereaux a enfin affiché les résultats du casting. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est que tout le monde a été admis, à part Flash. Peter en fera les frais. Nous pouvons exclure Gwen, mais elle c'est parce qu'elle n'était pas inscrite. Ça ne l'intéressait tout bonnement pas. Tout ça, c'est la faute de Spider-Man. Il a complètement détruit mon fils. Si seulement je pouvais mettre la main sur cette araignée de malheur. Vous voulez coincer l'homme araignée? Non. Alors écoutez, j'ai un scoop. Peter Parker est Spider-Man. Le titre de l'épisode est Le colonel Jupiter, qui en est également l'ennemi, avec Venom. Il a été réalisé par Mike Guggen, d'après le scénario de Nicole DeBuck. À la prochaine, Aaron. Terminé.